a toujours été un plaisir pour moi, Madame, Messieurs, de vous retrouver pour les comptes de ce magazine Rendez-vous du soir. C'est votre magazine qui vous parle comme ça de l'actualité. On essaie de faire nos analyses par rapport à l'actualité parce que je l'ai dit souvent que vous avez le droit de vous former et de vous informer. Alors, c'est un cadeau signé CES Télévision. Aujourd'hui, on va parler de ces mouvements, des coups d'État qui s'est fait très souvent dans les pays africains. Et la RDC, je ne sais pas, n'est pas encore épargnée jusqu'à présent. Alors, pourquoi ces coups d'État? On a parlé des coups d'État militaires qui se succèdent. Si on peut citer quelques pays, on parle déjà du Mali, on parle du Tchad, Guinée, Burkina Faso, pourquoi pas parler aussi des Gabon. Alors, aujourd'hui, sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec un panafricaniste. C'est lui qui sait analyser, vraiment, qui est expert dans ces domaines. Il s'agit de M. Norbert Yamba. Bienvenue, papa. Merci pour l'invitation. Okay. Je pense que vous posez là une question pertinente. Oui. Il y a moyen qu'on y réfléchisse parce que d'aucuns pensent que lorsque ça ne va pas dans tel ou tel pays, il faut donc soit recourir aux élections, soit recourir à un coup d'État ou à un coup de force, etc. Et donc, il va falloir que nous puissions analyser toutes ces questions pour voir quelle voie prendre pour l'Afrique et surtout les Congo. C'est important. Ok, d'emblée. Monsieur Norbert Yamba, vous êtes congolais, de père et de mère, vous êtes africain, c'est ça. Alors, pensez-vous que les pays africains vivent réellement la démocratie? Vous dites, je suis africain. Congolais. Je suis congolais. Oui. Est-ce que les Africains vivent la démocratie? Oui. Quelle démocratie? La démocratie. Le pouvoir du peuple, par les peuples pour les peuples. Ah, ça c'est évident. Okay. Ça c'est évident, mais chaque peuple a son modèle de démocratie. Ok. La démocratie que nous sommes en train de vivre dans notre pays, c'est une démocratie à l'occidentale. Ok. Donc, une démocratie qui est ici du droit gréco-romain ou romano-germanique. Ok. Une démocratie importée. Et donc, nous, effectivement, nous avions eu notre démocratie. Ce qu'on appelle la démocratie juxtaposée. Cette démocratie qui permet aux uns et aux autres d'être ensemble, de construire une synergie gagnante et de donner la possibilité à l'État de pouvoir s'améliorer. S'améliorer suppose donner des réponses de qualité aux problèmes de aux populations de la République. Et ça, c'est important. Mais alors, la démocratie que nous utilisons aujourd'hui en Afrique a donné des résultats ailleurs, notamment chez les généraux. Quand vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes pratiquement dans tous les pays européens et de l'Amérique du Nord. La démocratie a donné des résultats. Une démocratie occidentale, une démocratie qui relève de leur culture, une démocratie qui relève de leur spiritualité. Mais lorsque cette démocratie est venue en Afrique, et même en Amérique latine, toute proportion réservée dans certains pays asiatiques, etc. Et donc, cette démocratie n'a pas encore donné des résultats. Ok. Donc, il fallait changer on appelle ça comment, le fond de cette démocratie. Puisque c'est une démocratie qui vient de l'Occident. Donc, à vrai dire, il fallait changer le fond de cette démocratie que nous vivons actuellement en République démocratique du Congo, puisque nous sommes des Congolais. Oui, la démocratie est un système de gestion. Okay. Un système de gestion qui est basé sur des héritages traditionnels. Okay. J'allais dire sur une culture bien déterminée. Et donc, si la démocratie devient importée, c'est qu'elle véhicule la culture des autres. Ok, c'est pas original. C'est pas original. Okay. Et donc, c'est pas compatible. C'est pas adapté par rapport à nos valeurs, par rapport à notre culture. Okay. Et donc, la démocratie que nous avons connue, certes, a donné des résultats ailleurs. Mais ici, non. Ici, non. Okay. Où se trouvent des pays africains démocratiques, mais qui, visiblement, ont amélioré les conditions de vie de la population. Nous-mêmes, nous appelons la République démocratique du Congo. Et il faut voir. Il n'y a pas de démocratie. Non, mais en fait,
En fait, une démocratie importée qui c'est vient une de démocratie loin. importée pour laquelle je n'adhère pas. C'est une démocratie à abandonner. Ok. Il faut générer notre propre démocratie Ok. Alors, en puisque- tant que ouais. pouvoir du peuple. Et nos ancêtres ont vécu 300 000 ans, ils avaient un système de gestion, et ce système de gestion a fait la puissance de l'Afrique. 35 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, nous étions une puissance militaire, une puissance politique, une puissance économique. Et les Européens venaient y apprendre chez nous. Et les premiers intellectuels comme Thalès, Pythagore, etc. ont été chez nous. Platon a fait 30 ans en Égypte. Égypte, noire de charbon. Vous voyez. Et donc, nous avions une confédération de royautés. L'Afrique a connu une certaine apogée entre 12e et 15e siècle. À 1236, nous avions une constitution. Et nulle part au monde, on pouvait avoir cette constitution. C'est donc au Mali, à l'Empire du Mali. Et ça s'appelait Nkurukufuga aux chartes de Mandem. Vous voyez. Donc, toujours à cette époque-là, nous avions la meilleure université du monde. C'était quoi cette université, oui? L'université de Sankoré, Tombouctou. Ok. Là où il y a la guerre, au nord du Mali, etc. Et donc, nous étions très bien partis, mais nous avons arrêté l'élan au XVe siècle, lorsque les fils d'Abraham sont venus. Quand vous parlez des fils d'Abraham, vous faites allusion à quoi? Les fils d'Abraham, il y a d'une part Isaac et Ismaël. Ismaël s'est transformé à l'islam et Isaac, c'est le géniteur du christianisme, etc. Et donc, quand ils sont venus, ils nous ont court-circuité, ils nous ont enlevé tout ce que nous avions comme fondation, comme racines. Oui. Madame Nacha, tu sais que quelqu'un qui dort sur les lits d'autrui dort par terre. Ok, exact. C'est lui qui construit chez autrui. Bien entendu. Oui, construit mal. Construit Oui. pour autrui. Pour autrui. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre dormir sur les lits de quelqu'un et prétendre être bien logé. Non. On ne rase pas la tête d'une personne à son absence. Donc, si vous voulez raser quelqu'un, il faut le raser. Généralement, il doit être toujours présent. Toujours présent. Et donc, nous, on nous a rasé Sans à notre problème, soit là. absence. Mais Nous ça, n'avons c'est- pas de fondation, nous n'avons pas de racines. Ok. Un arbre fut-il un baobab, sans racines, il tombe. Nous sommes tombés parce que nous n'avons pas de racines. Raison pour laquelle, tantôt on est dans la démocratie, tantôt le coup d'État, on croit que les choses vont s'améliorer, etc. Et puis bon voilà, au bout de temps, au bout de compte, ben bon voilà, donc il n'y a pas de résultat. Voilà. Belle analyse, monsieur Yamba. Mais en vous entendant parler, vous parlez d'une démocratie importée. Et vous avez dit que nous avons nos valeurs, donc des valeurs africaines. Tout à fait. Alors, si je parle beaucoup plus de l'Afrique, c'est parce que nous sommes des Africains. Alors, quelles sont ces valeurs que nous devons sauvegarder? Non, mais il faut... nous avions vraiment ces valeurs. Malheureusement, nos anthropologues, nos sociologues sont des hommes et des femmes qui sont fondamentalement des atouts, des abrutis fondationnels. Abrutis, ok. Des analphabètes culturels. Vous me demandez ces valeurs-là. Mais on aurait pu véritablement être suffisamment édifiés par nos scientifiques. Or, nos scientifiques sont essentiellement des pseudo-chercheurs politisés, essentiellement des analphabètes fondationnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fondation. Lorsqu'on n'a pas de fondation, c'est qu'on n'a pas l'essentiel de valeur de sa société. Ok. Et donc, tout ce que nous apprenons sont des choses qui ont été inventées par les autres, et les autres ont inventé ces choses en fonction de leur espace, en fonction de leur culture. Et donc, on nous prend les résultats de ces cultures-là, de ces recherches-là, réalisées dans un environnement bien déterminé, pour les appliquer chez nous. Donc, c'est Alors pas maintenant, nous compatible, nous devenons essentiellement des perroquins, des récitateurs, des répétiteurs, essentiellement de ce qui a été inventé ailleurs. Alors maintenant, pose-moi la question. Ceux qui ont inventé la télévision, ils l'ont inventé où? C'est dans leur environnement. Est-ce qu'ils vont réciter? Ah non, ils connaissent le secret de la fabrication, par exemple, d'une télévision.
motardise pour la chaise, pour les avions, les bateaux, etc. Et donc nous avons perdu. Les habits, tout ce qui existe. Parce qu'en réalité, nous avons perdu. Que nous utilisons. Nous avons perdu. Alors nous avons perdu simplement parce qu'il y a des gens qui sont venus pour dire, écoutez, ne travaillez plus. Tout ce que vos ancêtres vous ont laissé, c'est de la foutaise. Il faut abandonner ça parce que c'est de la sorcellerie, c'est diabolique. Nous avons des recettes. Si vous voulez avoir un habit, nous allons vous donner l'habit. Mais quelle sorte d'habit vous pouvez donner, nous pouvons donner, nous, les Africains, parce que nous sommes des Noirs? Quelle sorte d'habit? Mais maintenant, c'est le maintenant de se poser la question. Parce que quand je suis en train de dire ces choses, les gens disent, mais écoute, il a en train de philosopher. Il n'est pas moderne, il est archaïque. Voilà. Et on va même dire qu'il porte, par exemple, le safari occidental, etc. Non, c'est pas ça. Et puis, il critique les Occidentaux. Vous savez, tout ce temps ici, nous sommes en train de le regretter. L'Afrique, hier, n'était pas suffisamment peuplée parce qu'elle a été dépeuplée avec la traite négrière, la filière abrahamique en fait. Mais que voulez-vous? Aujourd'hui, nous sommes partis au 15e siècle, 300 millions à 1,3 milliard d'habitants. Or, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons rien en termes de ressources. Pouvez-vous, toute l'Afrique réunie, c'est 3 000 milliards. Toute l'Afrique réunie. 3 000 milliards, ok. 3 000 milliards de produits intérieurs bruts. Et à l'équivalence de la France, un seul pays. L'équivalence, n'est-ce pas, de l'Inde. Moins que l'Allemagne, moins que le Japon, moins que la Chine, moins que, n'est-ce pas, les États-Unis. Vous voyez, 54 pays réunis. Un produit intérieur brut de 3 000 milliards. L'équivalence du produit intérieur brut de la France. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, pourquoi? Simplement parce que nous n'avons pas de production, nous n'avons pas de transformation, nous n'avons pas de chaîne de valeur ajoutée. Et c'est le génie là qui a permis aux Occidentaux d'avoir des richesses. Ces richesses qui ont permis aussi qu'ils puissent résorber le chômage de leurs enfants. C'est ce secret-là. Et ce secret réside dans la science. Et nous avons abandonné la science parce que les Occidentaux nous ont dit, nous allons tout vous donner. Mais parce que nous sommes colonisés par les Occidentaux, c'est ça aussi le problème. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire, nous sommes des prisonniers. En d'autres termes, comment, monsieur, on peut se rattraper? Puisque vaut mieux, on dit souvent, vaut mieux la fin du jeu que son commencement. On a mal commencé peut-être jusqu'à présent. On a été colonisé, on a adopté la culture européenne, on a tellement copié les Occidentaux. Alors comment on peut se rattraper? On peut se rattraper justement en faisant ce diagnostic qui, du reste, ce n'est pas à l'ordre du jour dans la classe politique, même dans la classe intellectuelle. Beaucoup disent que ça ne marche pas, les Occidentaux ont fait ceci, etc. Toutes les théories de Samir Amin, toutes les théories de Kofi Gomez, de tous, notre tien, Krata Diop, Théophile Obenga, etc., démontrent très clairement que nous avons été infantilisés, clochardisés, instrumentalisés par les Occidentaux, l'impérialisme occidental. Même si l'impérialisme n'a pas de couleur. Parce qu'il y a des fils congolais qui se comportent comme véritablement des impérialistes occidentaux. Cependant, les chercheurs, dis-moi, ils font quoi? Qui nous propose les recettes? Quel est notre horizon politique? Quel chercheur? Ah ben voilà, non, chercheurs, les scientifiques africains. On ne propose rien. C'est ça le grand drame. Quelqu'un peut critiquer, mais il est incapable de proposer une voie de sortie. Une voie de sortie, ce n'est pas de manière générale, généraliste, etc. Écoute, il faut construire des usines. Ben écoute, arrêtez. Construire des usines, ça veut dire quoi? Vous aurez des usines où? Comment on peut arriver à avoir une usine? Mais il faut des technologies. Mais comment avoir des technologies? Il faut inventer. Il faut faire de la science, la recherche. Et c'est la recherche qui vous donne technologie. Regardez, chez nous, par exemple, à Rutshuru, on a découvert les nobium. Les nobium sert à la stabilisation du fusée. Le coût d'acquisition d'un fusée, c'est de 10 milliards de dollars. Ah bon? Si dans l'hypothèse, nous, on avait le génie, et on connaîtrait les vertus, par exemple, des nobium, et on inventerait des technologies qui permettraient de transformer les nobium à différentes richesses, en différents produits, qui serviraient parfois peut-être aux véhicules, parfois aux fusées, aux satellites, etc.
on irait loin. Mais non, à qui la faute? Parce que l'homme blanc a inventé l'avion, l'homme blanc a inventé les téléphones, mais nous, on n'a rien inventé. C'est ça le problème. C'est l'homme blanc qui nous a supprimé pratiquement cette capacité d'invention. Il était tellement gourmand que, bon, il a trouvé tellement de richesses chez nous. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a un tiers des richesses du monde. Nos biomes, on est en train de les chercher là-bas. Mais on en trouve à gogo. C'est pourquoi ils organisent des guerres récurrentes. N'est-ce pas? Aller dans l'est de notre pays. Parce que nous avons des richesses, on ne sait pas les utiliser. Eh bien, voilà. Oui. Donc, non seulement nous ne savons pas les utiliser, mais ils ne veulent pas que nous puissions savoir. Regardez comment nous... Allez dans les Nord Kivu. Mais non, là, vous acceptez que l'homme blanc a plus de connaissances que l'homme noir. Non, ouais, c'est pas ça. Oui, parce qu'on découvre les matières premières ici en RDC, mais pour les utiliser, il faut que l'homme blanc nous apprenne, c'est ça? Non, mais nous connaissions. Oui. Vous savez que nous, on a connu la métallurgie avant que les blancs n'arrivent. Oui. Il y a eu des forgerons dans notre pays. Au XVe siècle, je vous ai dit que nous étions vraiment en avancée spectaculaire. Malheureusement, cette invasion abrahamique, etc., nous a pratiquement fait défaut. Est-ce que c'est pour autant dire que l'homme blanc est plus intelligent? Moi, je dis non. Parce que nous avons connu 300 000 ans de règne de cette humanité. Les blancs sont arrivés il y a 40 000 ans. Il y a 40 000 ans. Donc, il est anormal de dire, celui qui a vécu 300 000 ans ne connaît rien, et ceux qui sont venus connaissent mieux. Non. Certainement que chaque peuple a ses stratégies. Oui. Et nous aussi, nous avons eu des problèmes sérieux au niveau de la maintenance, au niveau de la résistance, etc. Mais croyez-moi, pour que les Occidentaux, à l'époque, arrivent véritablement à nous assiéger, nous avons fait une guerre de 1000 ans. 1000 ans avant que les Assyriens, les Sumériens, les Babyloniens occupent véritablement notre espace. Okay. Il ne faut pas que je confonde les Arabes et les Européens. Les Européens sont arrivés au XVe siècle et les Arabes sont ici depuis le 7e siècle. Mais avant la naissance de Jésus, il y a eu des puissances africaines qui étaient en vogue, etc. Il y a eu des puissances chinoises qui étaient en vogue, etc. Et donc, ceux qui sont arrivés chez nous et qui ont appris des choses chez nous et qui ont vu ce que nous représentions en termes de valeurs intrinsèques, les gens comme Pythagore, les gens comme Thalès, les gens comme Hippocrate, les gens comme Platon, Hérodote, etc. Ils sont rentrés, ils leur ont tenu informés. C'est comme ça qu'ils se sont organisés, justement, pour que nous puissions devenir comme des enfants. À quoi sert aujourd'hui beaucoup d'églises aujourd'hui? Beaucoup d'églises. Et puis, trop de pasteurs, trop de diacres. En Dieu. Trop de prêtres. Eh bien, Dieu donne ceux qui ne croient pas à lui l'intelligence pour fabriquer. Et vous qui croyez en Dieu, vous ne pouvez pas fabriquer. Et regardez, ils utilisent des télévisions. 80% de nos télévisions sont des télévisions chrétiennes, non? Oui. Alors, vous dites, bon, vous êtes en connexion avec Dieu. Donc, Dieu ne vous dit que quand les gens vont voyager, les gens vont mettre au monde, les gens vont se marier, mais Dieu ne vous dit pas, vous avez les nobiums en Rutshuru, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nobiums? Mais sinon, il faut qu'il y ait des révélations pour inventer. Mais écoutez... il faut mettre seulement l'intelligence en place. Mais oui, tout à fait. Prenons l'exemple, monsieur Norbert Yambamba. Si on n'arrive pas à inventer un avion ou un téléphone, mais pourquoi pas utiliser nos ressources naturelles? Donc, comme nos plantes. Aujourd'hui, il y a la couverture santé universelle. Le chef de l'État a essayé de rendre gratuite la maternité. Alors, pourquoi pas en profiter de cette occasion, nous, les chercheurs africains, précisément congolais, pour mettre en avant nos plantes, par exemple. Bien entendu. Et coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Toute ma déférence est renouvelée, et vous le savez. C'est vrai que la couverture de santé universelle est une approche fondamentale qui s'occupe de la pauvreté. C'est-à-dire, en fait, des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens et qui peuvent véritablement avoir accès à cela. Et c'est une avancée spectaculaire. Cependant, le Congo a 110 millions de personnes. Alors maintenant, il faut que cette couverture puisse justement être arrosée sur l'ensemble du territoire. C'est la santé universelle. Hein. C'est tellement qu'il faut commencer quelque part et nous saluons naturellement les efforts du président. Mais il faut accompagner, comme vous l'avez dit. Santé universelle. Oui, avec quel produit?
Aujourd'hui, il y a Avec nos 60%, plantes, 60% des produits qui sont en circulation, qui sont fabriqués dans toutes ces usines ici, sont des produits empoisonnés. Bon, je m'excuse beaucoup, entre guillemets. Ces produits-là... Mais qui guérissent quand même. Oui, momentanément, mais qui vous consomment en petit fait. C'est vrai. Je vous assure. Les produits dont on fabrique derrière la maison ici, où tous ces expatriés asiatiques, etc., ils sont en train de fabriquer parce qu'ils ont trouvé un terrain fertile, même des graines pourries germent bien. Tu vois, nous avons la faculté de médecine ici, nous avons la faculté de pharmacie, etc., surtout la pharmacie. Regardez, nous avons une superbe végétation qui aurait pu véritablement servir, n'est-ce pas, à nos chercheurs de pouvoir imaginer que telle feuille, plante pourrait servir à traiter tel ou tel. Écoutez, il n'y a même pas une relation entre nos médecins modernes et nos médecins traditionnels. Et nos médecins modernes ne connaissent même pas le nom de plantes qui sont chez nous. Il ne faut que bloquer tout ce qui vient de l'extérieur. Il va vous citer Hippocrate, mais il ne connaît pas Imhotep, qui est fondamentalement africain et qui a enseigné Hippocrate et qui est respecté aujourd'hui le père de la médecine moderne. Vous voyez, donc, les contenus des enseignements que nous recevons dans nos universités, c'est essentiellement concis par l'extérieur. Vous voyez, regardez, combien de pygmées qui sont à Bikoro, qui sont, je ne sais pas, Ingende, qui sont, je ne sais pas où, à Mambasa, etc., qui connaissent la forêt et qui connaissent les vertus médicales de nos plantes. Pourquoi on n'aurait pas de pygmées venir à l'université enseigner à nos étudiants? Maintenant, ils doivent commencer d'abord par inventer, c'est ça, M. Mbemba? Oui, mais on invente quoi? Il faut partir de la source. Avec des plantes, c'est plus facile, non? Oui, mais c'est justement ça. Mais il faut revaloriser la médecine traditionnelle. Les Chinois n'ont que la médecine traditionnelle. Les Indiens n'ont que la médecine. Il faut aller en New-Delhi. Vous allez trouver des Américains, des Européens qui viennent se faire soigner. Pourquoi? Parce qu'ils ont valorisé leur médecine. Très bien. Ils ont valorisé leur médecine. Nous, notre médecine, il faut écouter. Moi, j'étais, n'est-ce pas, à Lubumbashi. J'ai trouvé un guérisseur traditionnel en train de faire des interventions chirurgicales, des opérations. 300 personnes, 200 personnes chaque jour. Et lorsqu'il termine l'opération, la personne est cicatrisée le soir. Directement. Et il rentre chez lui. Directement le même jour. Oui. Et je viens à Kisangani, écoute, j'organise une conférence. J'ai dit, vous médecins, vous pharmaciens, allez-y, il y a une technologie à Osio sur la route de Walikale. On m'a dit, monsieur Yamaba, arrêtez, c'est la sorcellerie. Alors, comment pouvez-vous imaginer? Mais en fait, c'est aussi, on dit comment, c'est aussi la façon de présenter ces choses. Bien entendu. C'est ça le problème. La façon de présenter. L'emballage, comment vous présentez les histoires. Là, mais ça vient. Mais il faut que les scientifiques, il faut que les scientifiques s'approprient de ça pour scientifiser. C'est-à-dire rendre plus rationnel, plus systématique. Il faut que les scientifiques modernisent ça. Il faut que les scientifiques théorisent ça. Quand on modernise, ce n'est plus vraiment naturel. Non, la modernisation. Les médicaments que nous prenons, c'est un médicament qui est lié, pas, à leur environnement, à leur végétation, etc. Mais ils ont mis de la science, ils ont modernisé, ils ont théorisé, ils ont scientifisé. Et donc, ça moderne. Écoutez, le véhicule qui a été fabriqué au 19e siècle, ce n'est pas le même véhicule aujourd'hui. Donc, on améliore au fur et à mesure qu'on avance et la science permet véritablement de rationaliser, de systématiser un domaine précis. Voilà. Et nous avons abandonné la science. Nous croyons que c'est la prière qui va véritablement nous donner des solutions. Or, les mêmes personnes qui nous ont amené la prière, écoute, ils sont dans la science et nous, on est resté avec la prière. Et on croit qu'on va changer la situation avec la prière. La prière peut aider à construire l'intensité de la foi pour croire à quelque chose. Parce que quand on croit, et ça se réalise, c'est vrai. Mais ce n'est pas la prière qui va nous donner le modèle des maisons. Regardez les maisons chez les Coréens. C'est leur type traditionnel. Regardez les maisons chez les Chinois, les Japonais et compagnie, etc. Y compris les Occidentaux, ils ont leur modèle qu'ils ont importé chez nous ici. Qu'ils ont exporté chez nous ici. Tu vois? Donc, nous avons besoin, naturellement, de connaître ce que les ancêtres ont vécu. Il y avait des ancêtres qui ne connaissaient même pas. Il y a quelqu'un qui va mourir, il n'est même pas tombé malade 2-3 fois. Tout simplement parce qu'il y avait un environnement. Il y avait des vertus. Ils utilisaient des plantes que nous avons dans notre environnement. Pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne peut pas
identifier toutes ces plantes et on scientifise. Je ne dis pas qu'on s'arrête à l'état brut. Oui. Il faut à un moment donné que nous puissions véritablement nous approprier de ça, scientifiser, c'est-à-dire rationaliser, moderniser et théoriser. À ce moment-là, on prend ces résultats-là, on les met dans les livres, on fait un programme, on commence à enseigner depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Mais ici, ce sont des enseignements, comme vous dit Jean-Paul Sartre, il était philosophe, et puis bon, Descartes, Général de Gaulle, etc. Et donc, tous ces secrets-là ne sont pas connus. Non, en vous entendant parler, il faut changer même le système éducatif de la RDC. Mais nous avons été colonisés par trois choses importantes. Il y a le système religieux qui est importé, fondamentalement importé parce qu'ils disent qu'il s'est révélé. C'est comme s'ils ont rencontré quelqu'un qui les a révélés. Deuxièmement, le système éducatif. Tout ce que nous apprenons vient de l'extérieur. C'est comme ça que vous voyez, on veut rigoler. Alors, on veut rire comme un blanc. Même à part français, en langue nationale. Oui, mais nous sommes devenus francophones. C'est de l'imbécilité zéro. On a même réussi à accueillir les pays francophones en RDC. Oui, bien entendu. Excusez, ça c'est un peu politique. Mais je voudrais vous dire que moi, panafricaniste, je refuserais d'être francophone. Ah bon? Parce que, bon, francophone, ça veut dire quoi? Moi, je suis congolais, je suis africain. Alors, le français est ici chez nous par imposition. L'anglais par imposition. Le portugais, l'espagnol, etc. Certainement qu'il faut connaître, parce que nous sommes dans un processus de planétarisation. On a besoin de connaître la langue. Mais dire que voilà, les pays derrière la France, les pays derrière la Turquie, même la Turquie, vous imaginez, le pays derrière la Russie. Même la Turquie. Même la Turquie. Et derrière tous les pays africains, 54 États réunis derrière la Turquie. L'Allemagne, l'Angleterre. Ces pays-là excellent en quelque chose. Bien entendu. C'est pourquoi je vous ai dit que la France est seule à 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. L'Afrique réunie, 54 États réunis, c'est 3 000 milliards. Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce que la RDC peut faire pour exceller? Être aussi un modèle comme les autres pays. Bien entendu, nous sommes en train d'avancer. Nous avons tous les atouts. La population, nous l'avons, avec une moyenne d'âge de 19 ans. 65% des personnes sont des jeunes. Donc, c'est une population active. Nous avons un grand espace, 2 345 000 km, 409 000 km². Et donc, il y a de l'espace et nous pouvons profiter véritablement de cet espace pour transformer. Nous avons les richesses stratégiques. Aujourd'hui, on parle de la transition énergétique. Il y a le lithium, il y a le nobium, il y a le cobalt, il y a le coltan, le colombo-tantalite, etc. Tout ça, nous en avons, à plus de 65%. Le coltan ici, c'est pour les téléphones. Nous avons 80% des réserves mondiales. Nous avons les diamants, nous avons le cuivre, tout y est chez nous. Mais seulement, nous n'avons que les yeux pour regarder comment ceux qui viennent exploiter prêtent avec les briques. Parce que nous sommes des ignorants. Et bien voilà, donc, il faut donc, parce que vous disiez la RDC, il y a possibilité de rebondir la RDC. Et il faut travailler dans la perspective de faire en sorte que la science nous libère. Et pas une science de répétition, pas une science de compilation. Pas cette science-là où on analyse, Balandi a dit ceci, Bertrand a dit ceci, et on fait la compilation, on fait toute une thèse doctorale, et on est auréolé d'un précis d'avoir fait une thèse. Une thèse qui ne peut pas servir la société à pouvoir avancer. Il n'y a pas de thèse qui rivalise le système qui a été mis en place par les Occidentaux pour dominer le monde. Et c'est justement ça, que si ça devient la préoccupation gouvernementale, si ça devient la préoccupation de la classe politique, la préoccupation des intellectuels pour dire qu'est-ce que la recherche que je fais, qu'est-ce que ça peut aider à ce que nous puissions avancer dans tel ou tel domaine. Ça, on en a besoin et il faut articuler ça parmi les recettes que nous pouvons avoir pour notre pays de manière avancée. Mais si on fait la recherche pour la recherche, parce qu'on a été assistant, on devient chef de travaux, et puis on devient professeur, et puis professeur associé, professeur ordinaire, professeur émérite, et on est auréolé de ce prestige pour n'a rien laisser aucune trace pour votre pays. C'est pas normal. Ça s'appelle enseignement perroquet. Il faut quitter cela, il faut abandonner cela, il faut revenir pour un enseignement de questionnement. Pourquoi ce mur? Qu'est-ce que nous faisons pour changer ce mur?
Voilà. Et nos ancêtres ont utilisé autant de toitures. Ils connaissaient aller en forêt, prendre telle ou telle feuille. Ça pouvait servir de toiture, etc. Oui. Nous aussi, nous devons le savoir. Et nous pouvons fabriquer nos propres tôles. Nous pouvons fabriquer nos propres avions. Parce que nous avons chez nous des hommes et des femmes qui savent quitter la nuit et faire des distances et rentrer avec une vitesse de croisière. Nous pouvons fabriquer des avions, des missiles hypersoniques. Nous pouvons fabriquer ça. Ok. Oui, donc, regardez, les gens s'amusent avec les mbasses ici. Oui. Les gens s'amusent. Oui, c'est mais ça. pourquoi on n'en fabrique pas une bombe? Sinon, tous ces M23 auraient pu le foutre depuis. Lancer les mbasses au rebelle M23. Oui, voilà. Allez à la Chopo. Oui. Chez les Topoké. Peut-être, oui. Chez les Topoké, dans la province de la Chopo. Oui. Ils ont un liquide, quand ils mettent sur les yeux, c'est fini, ils peuvent voir à 2000 km. Les Blancs ont fabriqué les satellites. Hein. Ah bon? Eh bien, nous pouvons en fabriquer. Nous vendrons des satellites et nous aurons de l'argent. On va affecter ça dans l'enseignement, on va affecter ça dans la santé. C'est un grand travail en tant que panafricaniste de répertorier toutes ces personnes-là. De les mettre ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la RDC donc, par rapport à la situation de l'Est? J'étais même des mbasses sur M23, comme ça, la guerre sera finie. On fabriquerait même des bombes, on fabriquerait même des armes, etc. Chez nous, je me rappelle bien, quand j'ai fait toutes ces recherches, etc., oui. Pendant la guerre, on a des abeilles. Ah bon? Et il y a une bombe incroyable avec les abeilles. Ah bon? Alors, on peut moderniser ça, on peut théoriser ça, on peut scientifiser ça. On en fait, par exemple, un bloc où on peut vous larguer et vous êtes tous foutus à la merde. Et ça, on en a besoin. Et c'est comme ça, et peut-être on s'est éloigné de plus en plus de notre sujet pour dire que aujourd'hui, tantôt, il y a des gens qui pensent qu'il faut la démocratie. Il y a des gens qui pensent que non, si ça ne marche pas, il faut faire un coup d'État. Et vous voyez combien de coups d'État. Vous voyez ces coups d'État-là en Afrique, les gens, etc. Il faut que les gens comprennent ça. Je ne le fais pas pour m'amuser. C'est pour éclairer la lanterne de l'opinion. Ce n'est pas bon de parler de ces choses-là. Parce que regarde, lorsqu'on acquiert les indépendances en Afrique, écoutez, première année, déjà à la deuxième année, la première année, Lumumba a été tué. Et pourtant élu sur base d'une démocratie, dans un parti politique, dans un regroupement politique, on a tué Lumumba. Pourquoi? Simplement parce qu'il voulait sauvegarder les intérêts de notre pays. Et puis en 1970, 1963, on a tué au Togo Sylvanus Olympio. Tout simplement parce qu'il voulait changer la monnaie. La monnaie France, franc CFA, on voulait changer avec une monnaie nationale. On l'a tué. Et ils ont été remplacés par qui? Au fil du temps par des militaires. Ce sont des coups d'État. Ce sont des coups d'État. En 1965, chez nous, il y a eu un coup d'État. Mobutu est arrivé au pouvoir. En 1966, c'est un militaire qui a chassé Kwame Nkrumah, qui s'est révélé le génie politique de l'Afrique. En 1968, on a chassé Modibo Keïta. Certainement que les gens comme le Tanzanien Nyerere ont résisté, les gens comme Kaunda ont résisté, mais ils étaient malléables. Et puis des gens comme Sékou Touré, qui étaient très résistants, etc., ont été mis en situation d'embargo, en situation difficile et compagnie, etc. Donc, il faut que notre peuple le sache. Et tous les Africains doivent le savoir. Que les questions de coup d'État n'en datent pas d'aujourd'hui. Nous avons connu, après l'indépendance, malgré que le père de l'indépendance aurait souhaité que nous puissions avoir un État fédéral d'Afrique, écoutez, les Occidentaux nous ont divisés au groupe de Casablanca et au groupe de Morovia, les progressistes et les modérés. Nous ne sommes pas mis d'accord pour que nous puissions créer un État. Parce qu'avant, nous étions un seul État, la Confédération de royautés. Et quand les Occidentaux sont venus, ils nous ont saucissonnés sous base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Et maintenant, quand on a acquis l'indépendance, si c'était vraiment la vraie indépendance, on aurait pu revenir à la situation de départ qu'ils nous ont trouvée. Malheureusement, ils nous ont divisés
Et ils ont laissé leur religion, ils ont laissé leur système éducatif, ils ont laissé leur système politique pour que nous puissions nous entretuer. Et que nous ne puissions pas comprendre d'où nous venons, d'où nous en sommes, où est-ce que nous allons. Et ça, c'est très important. Et ce n'est pas un coup d'État qui viendra changer la situation. On en a changé. Tous ces pères respirateurs, l'Afrique des colonels. N'est-ce pas, déjà dans les années 60, on a parlé de l'Afrique des colonels, où on retrouverait dans chaque État, etc., un colonel ou un militaire, ou un général ou un capitaine. On en a connu. Quel est leur formel? Quel est leur paradigme? Les militaires arrivent là. Quel est le paradigme? Parce que nous sommes ici dans une situation de paradigme hérocentrique à rentabilité externe. Et donc, ils ont quel paradigme? Ils ont quelle offre politique? Ils ont quelle vision politique? Pour faire quoi? Simplement dire que non, tel ne travaille pas bien, et bien voilà, nous prenons le pouvoir pour le peuple. Et après, n'est-ce pas, à Burkina Faso, on a connu un moment, il y avait Thomas Sankara, qui est devenu le célèbre des célèbres de notre génération. Mais il y a eu un coup d'État, on l'a tué, on l'a assassiné, remplacé par Blaise Compaoré, qui était militaire aussi. Et il a fait quoi? Il a fait quoi? Alors maintenant, toujours Burkina Faso. Mais il y avait un militaire qui a fait des coups d'État, une série de coups d'État. On en a fait quoi? Et donc, chaque fois qu'il y a une guerre froide entre l'Occident et l'Orient, deux puissances en confrontation, donc chaque puissance a besoin d'avoir un certain nombre de pays de son obédience. Et donc, une autre puissance a besoin également d'avoir. Et alors maintenant, lorsque dans cette confrontation, dans cette guerre, on choisit des hommes qui peuvent faire un coup d'État pour qu'ils puissent s'en approprier. Donc c'est vraiment commandité. Mais c'est la renaissance de la guerre froide, parce que ça s'est interrompu à 90. Aujourd'hui, avec la renaissance de la Russie, cette synergie avec la Chine, et il y a des militaires qui pensent, bon, ils peuvent prendre le pouvoir par la force, et entre-temps, ils vont changer la situation. Je vous dis non. Sincèrement, je vous dis non. Les Africains se trompent d'adresse. Nous devons savoir comment nous pouvons sortir de notre situation par la réflexion, par l'analyse des différentes contradictions tout au long de notre histoire. Ce n'est pas en faisant un coup d'État. Même la démocratie elle-même, elle souffre de beaucoup de douleurs d'enfantement. Cette démocratie n'est pas la nôtre. Nous devons inventer notre propre démocratie. Et c'est un devoir que je donne, pas à nos chercheurs, à la classe politique, de rechercher quel type d'organisation politique nous pouvons avoir. Parce que cette organisation politique a été pensée par les colonisateurs, par les impérialistes, pour nous assujettir, nous infantiliser davantage. Nous devons quitter ce système politique qu'on appelle fondamentalement la démocratie pour chercher quelque chose que nous pouvons tirer des héritages traditionnels. Et sur base de cet héritage traditionnel, nous pouvons scientifiser, nous pouvons moderniser et en faire un chien de chasse qui nous permet véritablement d'avoir le gibier, et cela pourra servir pour notre pays. C'est un grand travail, monsieur. Un grand travail, mais il faut commencer. Un travail de fond. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Ne prenez pas les raccourcis. L'Occident, vous voyez que la France, il y avait Première République, Deuxième République, Cinquième. Ils sont en train même de réfléchir aujourd'hui pour aller vers la Sixième République parce que leur démocratie est essoufflée, elle est dépassée, elle est démodée. Oui, donc nous devons être en mesure, nous aussi, de nous réunir pour analyser nos différentes contradictions et rechercher des voies, des alternatives qui nous permettent véritablement de déterminer notre parcours et notre leadership. Donc, ça, on en a besoin. Comme qui dirait, les coups d'État ne servent à rien. Non, ça ne sert à rien. C'est un passe-temps, c'est changer, c'est avoir accès au major. Parce qu'en réalité, vous savez, dans la démocratie en Afrique, ce n'est pas une démocratie pour aider la population à changer leur situation. Mais avoir des partis politiques et avoir droit au major. Donc, avoir droit au major. Et regardez combien de partis politiques. Ils sont plus de 900 partis politiques. Plus de 900 partis politiques. Et chaque parti politique, nous approuvons la vision du chef. Mais si vous approuvez la vision du chef, le chef aura un parti politique. Adhérez ça. Alors maintenant, nous approuvons. Et le jour où on amène 2, 3, 4 députés, on dit non, donnez-nous. Vous voyez, ça c'est vraiment des amisettes. Et donc, si on n'arrive pas à changer les choses, à ce moment-là, on attendra longtemps. Alors, monsieur Mbemba, puisque on parle de ces coups d'État,
dans les différents pays africains. La RDC se prépare déjà pour les élections. J'aimerais bien que vous puissiez aussi placer un mot par rapport au processus électoral. Beaucoup plus auprès de nos acteurs politiques, nos politiciens, la tolérance pendant la période électorale, surtout pendant la campagne électorale. Non, d'abord, vous connaissez ma position par rapport à la fameuse démocratie. Cette démocratie, c'est un poison. Cette démocratie ne va pas nous permettre d'en sortir. Et nos intellectuels sont restés fondamentalement aboutis parce que personne n'a réfléchi pour photographier la situation et nous proposer une alternative correspondante, etc. Et donc cette démocratie ne nous donnera pas de résultats. Imaginez-vous quand vous êtes à 2000 km, par exemple, de Kinshasa, il y en a même ceux qui ne savent pas qu'il y aura des élections maintenant, en décembre, etc. Ouais, c'est pas trop de questions. Aller dans les partis politiques et savoir combien de partis politiques ont organisé des séminaires de formation pour renforcer les capacités. Il n'y en a pas. Donc, on va faire une démocratie avec moins d'1% de la population. Voyez. Et même les moins d'1% là, je suis très volontariste, c'est pourquoi je le dis. Parce qu'en réalité, les règles du jeu ne sont pas connues et ces règles sont importées. Et ça ne coïncide pas avec notre âge culturel. Et donc, cette démocratie-là, elle ne va pas nous donner suffisamment de résultats. Mais parce que nous avons adhéré, nous avons une constitution, nous avons des lois de la République. Il faut respecter les cycles. Électorat, bien entendu, il faut organiser ces élections. C'est comme ça que nous y allons, tout en sachant que nous avons un devoir fondamental de rechercher un système qui correspondrait à notre âge culturel. Ce système-là reste un défi. Mais les élections, on va y aller. Mais malheureusement, il y a des tares, il y a des choses que nous allons manifester qui visiblement ne vont pas aider à avoir une démocratie consolidée à l'occidental. Tel que quoi, manifester quoi? Non, mais écoutez, chez nous, quand on échoue, on dit on a triché. On a triché. Chez nous, quand on va aux élections, on ne connaît même pas votre programme, vous n'avez même pas partagé votre dépliant pour projet de société, rien. Alors, on dit non, je suis populaire. Vous êtes populaire en quoi? Par rapport aux données. Eh bien voilà, donc c'est ça. Donc on pratique la démocratie occidentale, mais on n'applique pas ce valeur que l'Occident a déterminé pour construire son mode de gestion. Et c'est ça la difficulté. Et alors maintenant, quand nous avons cette difficulté d'aller dans l'essence de l'Occident, eh cherchons-nous, arrêtons-nous, revenons au point de repère et prenons une autre direction pour que nous puissions, nous, là, construire. Où sont ils sont beaucoup, des professeurs ordinaires, des professeurs émérites, des sociologues, des anthropologues. Ils sont nombreux, les philosophes, etc. On en fait quoi? Est-ce que avoir un diplôme, c'est une valeur ajoutée? Et si c'est une valeur ajoutée, quel est le niveau de votre diplôme par rapport à la société? Est-ce qu'on a inventé, j'allais dire, on a beaucoup étudié. Mais est-ce que l'État ou les populations ne peuvent pas bénéficier de vos études? Vous jetez ça dans votre tiroir seulement pour mystifier une réflexion aussi simple, vous mystifiez simplement parce qu'on a tel ou tel diplôme. C'est pas normal. Et moi, je n'ai pas des amusements comme ça. Donc, on a besoin des hommes et des femmes qui quittent leur laboratoire, qui viennent et qui disent, voilà ce que nous proposons. À ce moment-là, comme on est dans un moment très volontariste, parce que je connais celui qui nous dirige aujourd'hui, le président Tshisekedi est capable, lorsqu'on lui prouve une théorie, et que cette théorie est d'application, il va mordre la personne. C'est comme ça que vous voyez, il y a pas mal d'agences qui sont créées. C'est pas pour rien. Ce sont des gens qui pensent que voilà, si nous faisons ceci, nous pouvons réussir. Et le président dit, ok, ça y est, allons-y. Il a beaucoup plus besoin de propositions. Allons-y, et allons-y. Mais si quelqu'un qui a proposé ne sait pas lui-même très concrètement comment on va appliquer, alors ça devient un problème. Ce n'est pas le problème du chef. Tout comme tout ce... Et regardez, comment pouvez-vous imaginer? Ça fait 63 ans que nous avons utilisé la démocratie dans notre pays. Cette démocratie ne nous permet pas de décoller. Les partis politiques viennent aggraver la situation déjà précaire. Mais il n'y a même pas un intellectuel qui se met debout, un universitaire qui nous donne un autre projet, qui nous donne une autre offre politique. Heureusement que vous êtes là. Nous sommes en train de parler. On dit non, c'est un gueulard. C'est un gueulard. Non, on vous écoute quand même. Non, les gens disent que c'est un gueulard, c'est un garçon qui se croit connaître et pourtant il ne connaît rien, etc. Malgré tout ce que nous sommes en train de dire, avec cette grande inspiration, cette intensité intelligible, les gens vont dire, écoutez, non, mais
il se dit pasta, il est en train de faire une rêverie romantique à la zaïroise. Donc, sincèrement, tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, ça sera grave pour l'avenir de notre société. Il n'y aura pas d'avenir avec la démocratie occidentale. Il faut l'abandonner. Oui, il faut l'abandonner. C'est pas, je vous dis que la démocratie occidentale, il faut l'abandonner. D'ailleurs, les Chinois n'ont pas utilisé la démocratie occidentale. 192 000 personnes qui dirigent les partis communistes, ce sont eux qui dirigent la République. Une empire de 1,5 milliard de personnes. Okay. Voilà. Donc, les Japonais ont leur système, les Coréens ont leur système, les Chinois ont leur système, les Russes doivent avoir nous devons avoir notre système. Voilà. En termes de conclusion, conclure rapidement, M. Yamba. Non. Oui. Nous avons voulu réfléchir parce que j'attends dans la cité les gens qui pensent que il nous faut la démocratie. Il y en a ceux qui disent non, il faut des coups d'État, etc. Oui. J'ai dit la démocratie, nous l'avons pratiquée. La démocratie, nous l'avons pratiquée. Oui. Ça ne nous a pas donné des solutions. Mais les coups d'État, on l'a aussi pratiqué. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Écoutez, ça n'a pas donné de raison. Bien au contraire, ça nous a amené à la dictature. Mieux-vous s'adapter à la démocratie. Petit à petit, les douleurs d'enfantement devront disparaître. Peut-être qu'on pourra acquérir quelque chose qui nous permettra de revisiter nos héritages traditionnels et de construire notre mouture à la différence de ce qui existe aujourd'hui, mais sans violence. C'est ça la pertinence même de l'exercice démocratique qui constitue l'ambiance et l'esthétique. Mais du côté des coups d'État, n'acceptez pas ça. C'est pas bon. C'est pas intéressant. Quelqu'un vous dira non, mais dans certaines circonstances, lorsqu'il y a trop de résistance, il faut des coups d'État. Non, on en a tenté. Il y a moyen aussi de réfléchir davantage pour qu'on quitte ces choses violentes, etc., qui vont davantage. J'ai vu un pays là où on a tout cassé. On va revenir à zéro. Donc, moi, j'opte pour la démocratie. Pas la démocratie à l'occidentale, mais une démocratie à l'africaine. Ça viendra avec le temps. Il faut la construire. Avec le temps. Alors que c'est un devoir pour tous les chercheurs, toute la classe politique, de revisiter, de revenir à la case départ pour dire quel chemin prendre, quelles sont les alternatives. On en a besoin. Il faut sortir des déclarations incantatoires, il faut sortir des déclarations de caniveau. On a besoin de solutions pour notre société. Et ça, on en a besoin. Ok. Merci beaucoup. Merci, madame, pour l'invitation. C'était la voix du panafricaniste. Oui. Ça va de soi. Une personne qui mène une lutte acharnée pour que l'Afrique retrouve ses vraies valeurs. Retrouve son droit d'aînesse. Okay. Parce que nous avons vécu 300 000 ans avant qu'aucune autre race, aucun autre pays ne puisse exister dans le monde. Et les Blancs viennent d'arriver il y a 40 000 ans. Ok. Le premier homme était un blanc ou un noir? Noir. Et ils nous ont trompé que c'est Adam et Ève. Et quand vous regardez les photos, Adam et Ève sont blancs. C'est de la manipulation. Et c'est eux-mêmes qui disent que c'est l'Afrique le berceau de l'humanité. Okay. Eh bien, il faut arrêter des conneries, quoi. Ah, il y a mon charbon, madame, messieurs. Ah ben voilà. Il faut des éclairages de société pour que nous puissions partager ces idées. Je ne suis pas contre qui. Parce que l'ignorance tue. Parce que, oui, l'ignorance. Un prêtre nous disait qu'en latin, ignoti la cupido. C'est lui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Ce que je suis en train de dire là, il y a beaucoup qui ne vont pas accepter. Ils vont rejeter ça. Mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Ça va pas l'état que ça va pas. Yamba, merci. Ouais, vous êtes tellement intéressant. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Je salue tout le monde. Voilà. Faut pas m'en vouloir, ce sont des réflexions libres. Ça s'appelle la logomachie. Une dispute sur le mot vide d'idées. C'est la démocratie. Eh bien voilà. Démocratie juste à poser, pas à l'occidental. Avec le temps, ça prend du temps. Merci, M. Norbert Yamba, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, madame. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Merci. Ça va. Madame, messieurs, je recevais pour vous M. Norbert Yamba. Il est panafricaniste. Supportez-le. Il est panafricaniste. C'est un patriote. C'est un Africain, un Congolais qui aime son pays. Il base sa lutte sur les valeurs coutumières, c'est ça? Les valeurs coutumières. Traditionnelles. Que cela puisse vraiment trouver leur place en RDC. Alors, on a essayé de réfléchir ensemble sur l'avenir des pays africains. On a pu remarquer qu'il y a tellement de coups d'État, on a cité tellement des pays, on a parlé du Mali, on a parlé du Tchad, de Guinée, Burkina Faso. À quoi ça rime ces coups d'État? C'est important. Donc autant mieux faire une passation pacifique du pouvoir. C'est moins violent. C'est moins violent et puis ça permet à ce que le pays soit développé. Oui. Alors, petit à petit. Ayez vos apaisements
apaisement, cher. Mais le développement va arriver lorsqu'on aura trouvé notre propre voie, notre propre paradigme, notre propre modèle. Ça viendra. Chers Congolais, soyez et vos apaisements. Allons aux élections sans problème parce que les coups d'État, là, ne servent absolument à rien. Je dis merci à toi, Emmanuel Kaloubi. Merci à Déo. Déo, c'est ça. Merci Obed. Obed, tu es là, c'est pas sacré, je ne suis pas confondue. Et merci beaucoup à Papa Philémon Nzaou. Alors, on va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.